Bonsoir à tous, il est tout juste 18h30 sur Aloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. La reine Maxima Zoroguieta des Pays-Bas entame sa visite au Maroc. À son agenda ce mardi, des entretiens avec des responsables du gouvernement en sa qualité de mandataire spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la promotion de services financiers accessibles. La reine des Pays-Bas a également fait escale à l'ancienne Médina de Rabat où elle a rencontré des commerçants. Maroc-États-Unis, le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken réaffirme le soutien de son pays au plan marocain d'autonomie pour clore définitivement le conflit régional autour du Sahara marocain. C'était lors de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, en visite de travail à Washington. Enfin, nous irons à la capitale spirituelle, au cœur de sa Médina, plus précisément à la découverte du musée de la culture juive, un haut lieu de sauvegarde d'un patrimoine rénové qui vient de réouvrir ses portes. Une cure de jouvence pour donner une nouvelle vie à ce temple qui préserve une partie du legs des Juifs marocains. La reine Maxima Zoroguieta des Pays-Bas est en visite au Maroc, une visite de travail en sa qualité de mandataire spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la promotion des services financiers accessibles à tous qui favorisent le développement. À son agenda ce mardi, des entretiens avec le ministre délégué chargé de la transition numérique et de la réforme administrative, Ritem Zour. Entretien axé sur les innovations technologiques, financières, la finance verte et inclusive et le développement de systèmes de paiement numérique favorisant l'inclusion financière. Au programme également des entretiens avec le ministre de l'Industrie et du Commerce, Riyad Mzour, où il a été question d'examiner les moyens d'améliorer le secteur de la finance digitale au Maroc. Sa Majesté la Reine des Pays-Bas s'est également entretenue avec la présidente de l'autorité marocaine des marchés des capitaux. Et la visite de la reine Maxima des Pays-Bas a également été marquée ce samedi par une rencontre avec des commerçants à l'ancienne Médina de Rabat pour les sensibiliser par rapport à l'inclusion financière. Les développements, c'est avec Nisri El Hamdaoui et Khadija Zerwel. Sa Majesté la reine Maxima Zoroguieta des Pays-Bas, mandataire spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la promotion de services financiers accessibles à tous, est en visite à la célèbre rue des Consuls, au cœur de l'ancienne Médina de Rabat. L'occasion pour elle de découvrir la richesse de l'artisanat marocain et d'approcher les maîtres artisans et commerçants bénéficiant de microcrédits. Je suis ici dans le Médina pour visiter les commerçants, pour voir qu'est-ce qu'ils utilisent comme produits financiers et quels sont les défis et aussi quelles sont les opportunités pour eux. Je viens de parler avec un homme qui faisait des poufs, un cuir. Il m'a dit que pendant le corona, il a eu beaucoup de difficultés, par exemple, notamment parce qu'il n'avait pas de touristes, mais avec un crédit d'une institution de microfinance, il a eu l'opportunité d'avoir de plus de cuir pour faire ces produits. Sa Majesté la Reine Maxima, en sa qualité de mandataire spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la promotion de services financiers accessibles à tous, œuvre à l'encouragement des investissements essentiels, à même d'aider à lancer le marché des paiements numériques au Maroc pour un meilleur accès au secteur financier formel pour les groupes traditionnellement mal desservis, tels que les femmes et les petits commerçants. Sa Majesté la Reine Maxima des Pays-Bas promeut également la finance verte inclusive qui joue un important rôle dans le renforcement de la résilience et l'adaptation aux risques des changements climatiques. Maroc, États-Unis, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, est en visite de travail à Washington où il a rencontré le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken. L'occasion pour Washington de réaffirmer son soutien au plan d'autonomie marocain pour clore définitivement le conflit régional autour du Sahara marocain. Un nouvel élan est donné au partenariat stratégique solide et multidimensionnel liant les deux pays et qui, sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohammed VI, a connu un développement important dans tous les domaines. Iman Ablou. En visite de travail à Washington, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger s'entretient avec le secrétaire d'État Anthony Blinken. Un nouvel élan en partenariat stratégique solide et multidimensionnel liant les États-Unis et le Maroc.
Lors de ses entretiens au siège du département d'État américain, le chef de la diplomatie américaine affirme que les États-Unis apprécient profondément le partenariat de longue date, historique et inébranlable avec le Maroc. À la table des discussions, la question de notre intégrité territoriale. Sur ce registre, le chef de la diplomatie américaine a réaffirmé le soutien de son pays au plan marocain d'autonomie pour clore définitivement le conflit régional autour du Sahara marocain. Les États-Unis continuent de considérer ce plan comme sérieux, crédible et réaliste, relève encore le responsable américain. Les deux responsables ont également affirmé leur plein soutien à l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies, Staffan de Mistura, pour la promotion d'une solution politique durable et digne à ce conflit régional. Sur un autre registre, le secrétaire d'État américain a exprimé sa gratitude pour le leadership de Sa Majesté le roi Mohammed VI et sa contribution de longue date à la promotion de la stabilité et de la paix régionale, y compris ses efforts pour promouvoir un avenir sûr et prospère pour les Israéliens et les Palestiniens. Les deux responsables ont ainsi discuté des efforts visant à faire avancer la paix et la sécurité régionale, reflétant le rôle stabilisateur du Maroc face à une série de défis au Moyen-Orient et en Afrique. Anthony Blinken a également salué le leadership dont le Maroc a fait preuve en travaillant sur la normalisation avec Israël et dans des domaines d'une importance capitale pour le monde, notamment le changement climatique et les énergies renouvelables, où le Maroc a été un véritable leader. Les deux diplomates ont eu l'occasion de se concerter sur différentes questions régionales et internationales, dont la guerre en Ukraine, le soutien aux élections en Libye et la situation au Sahel. Évoquant la coopération militaire, le chef de la diplomatie américaine a souligné la prochaine organisation par le Maroc de l'exercice militaire annuel conjoint African Lion. Prenant le large direction la deuxième porte d'entrée méditerranéenne du Maroc, le port Nador West Med, un des grands chantiers qui se concrétise sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohammed VI. C'est la pierre angulaire du plan de développement de l'Oriental visant à faire de la région un pôle économique, stratégique et compétitif. Un chantier titanesque dont les travaux affichent un taux d'avancement de 85%. Samir Barkan, Nabila Azarkan avec Zakaria Mouqin Billah. Construit à l'ouest de la lagune de Marchika, le port Nador West Med bénéficie d'un positionnement stratégique à 30 km de Nador. Port en eau profonde, il s'articulera autour de 3 activités principales: le transbordement de conteneurs, le développement d'un pôle hydrocarbures et le traitement des produits vrac. Les travaux de construction affichent un bon état d'avancement. Aujourd'hui, le travaux d'avancement des travaux atteint 85%. Les infrastructures seront achevées dans la première moitié de l'année prochaine. Dans une première étape, le projet permettra de traiter 3 500 000 conteneurs, 25 millions de tonnes d'hydrocarbures, 7 millions de tonnes de charbon et 2 millions de tonnes de marchandises diverses. Et grâce à la zone industrielle et logistique qui sera adossée au port Nador West Med, le projet permettra d'accélérer la dynamique économique. Il installera l'Oriental comme porte continentale vers la Méditerranée, tout en le connectant aux grandes routes maritimes. Une véritable opportunité pour les opérateurs économiques de la région. Le Maroc mise beaucoup sur le port de Nador West Med afin de donner un vrai coup de boost au développement économique et social de l'Oriental. Cela passera par l'amélioration de la compétitivité de la région et la création de plus de 90 000 emplois dans les métiers de la logistique et de l'industrie sur le long terme. Le nouveau port sera la locomotive de développement des deux régions de l'Oriental et de Fès-Meknès. Il leur donnera un nouveau départ. La fin des travaux est prévue fin 2023. Un projet titanesque qui sera un véritable moteur de développement et transformera la région en hub méditerranéen, voire hub pour l'ensemble du continent. Nous en ferons le point en direct depuis Oujda avec Mohamed Draris, professeur-chercheur à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d'Oujda, spécialiste des droits des affaires. Professeur, bonsoir. Nous venons de le voir, le taux d'avancement des travaux est de 85% et l'achèvement est prévu fin 2023. Quelle est la portée stratégique de cette infrastructure portuaire pour le Maroc et plus largement pour tout le pourtour méditerranéen ? Bonsoir, merci pour l'invitation. Pour ce projet-là,
le projet de complexe portuaire de Nador West Med. Ça rentre dans la stratégie nationale à l'horizon de 2030, la stratégie nationale royale, a pour des missions ou bien pour des objectifs à atteindre. Premièrement, c'est d'accélérer le développement économique et social de la région orientale, notamment dans ce cadre de ce projet. Ça se voit, nous avons une infrastructure très importante qui va encourager les investisseurs nationaux et internationaux d'investir au Maroc, dans notre région aussi. Aussi, c'est pour accélérer et développer le marché d'emploi et la création de la richesse. Autre chose à dire aussi, de côté les objectifs à atteindre aussi de ce projet-là, le côté c'est d'assurer l'approvisionnement de produits énergétiques surtout. Et en n'oubliant pas aussi l'importance stratégique de l'opposition géographique de ce port qui lie entre le continent africain et l'Europe. Et c'est très important de ce côté-là. Donc je vois que l'importance économique et commerciale est claire et là. C'est pour la création de la richesse. C'est pour la création de la richesse par voie de création d'emplois. La création d'emplois, c'est-à-dire pour renforcer le pouvoir d'achat des citoyens et les citoyennes de cette région, qui va augmenter la consommation pour les entreprises. Voilà. C'est un projet titanesque qui a nécessité plutôt un budget conséquent. Quels sont justement les mécanismes de financement ? Alors pour le mécanisme de financement, le gouvernement a utilisé deux techniques, il y a le financement externe et le financement interne. Pour le financement interne, on a retourné au fonds Hassan II. Exactement, ce fonds il joue un rôle très important dans le financement de tous les projets au niveau national. Il joue un rôle très important aussi, le financement des autres organes au niveau interne. Mais le financement externe, il est symbolique de côté de la Banque européenne de développement et la Banque africaine de développement. Pourquoi ces deux banques sont des partenaires qui vont participer effectivement dans le financement. Et bien sûr, pourquoi ces deux banques-là ? Parce qu'après une étude de marché de rendement de ce projet-là, on voit que le rendement de ce projet, ça sera très important pour le continent africain, pour le Maroc et pour l'Union européenne aussi. N'oublions pas aussi, il y a une autre chose à montrer, la relation entre le port Tanger Med et le port Nador Med. Donc il y a une relation très importante, surtout que la société qui va gérer effectivement le port de Nador Med, c'est la société qui gère le port Tanger Med et il prend 49% de la part. Donc on va exploiter l'expertise de cette société-là et ça va jouer un rôle très important pour la productivité et la production de ce port-là. Ce qui reste, c'est comment fonctionner toutes ces missions qui sont établies par cette stratégie. Donc pour faire fonctionner, nous avons besoin d'un plan d'action, une politique économique et commerciale préparée par la région et aussi par le gouvernement pour faire réussir ce projet royal qui est très important pour la population marocaine et pour la population de la région orientale. Mohamed Drarez, je vous remercie pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes professeur-chercheur à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d'Oujda et spécialiste des droits des affaires. Dans l'actualité économique, le Conseil de Banque El Maghreb décide de relever le taux directeur à 3%, une manière de prévenir l'enclenchement des spirales inflationnistes autant entretenues, renforcer davantage l'ancrage des anticipations d'inflation en vue de favoriser son retour à des niveaux en ligne avec l'objectif de stabilité des prix. La croissance de l'économie nationale devrait donc se consolider à 2,6% en 2023 et s'accélérer à 3,5% en 2024.
Les projections de la Banque centrale tablent sur une récolte céréalière autour de 55 millions de quintaux et sur une inflation de 5,5 en moyenne en 2023 avant de revenir à 2,3 en 2024. Et dans le reste de l'actualité, à Dakhla, 5 marins ont été secourus et les corps de 10 autres ont été repêchés suite au naufrage d'un chalutier près du village de pêche Rokchoiko, relevant de la zone territoriale de la province d'Aousserd, à quelques 220 km au large de la ville de Dakhla. Aussitôt informées, les équipes de secours composées d'unités de la Marine royale et des services de la Gendarmerie royale ont pris toutes les mesures nécessaires pour venir en aide à l'équipage du chalutier qui comptait 17 personnes. Tous les moyens matériels et logistiques ont été déployés, dont un avion de la Gendarmerie royale pour le ratissage du lieu de l'accident. Les opérations de recherche se poursuivent afin de secourir les 2 autres marins portés disparus. Saisie d'1,5 tonne de Chira par la Marine royale au large de Nador et de Jbha. Les gardes-côtes de la Marine royale ont saisi hier 41 ballots de Chira d'un poids total de plus d'1,5 tonne. Ils ont été jetés par-dessus bord lors d'une course-poursuite. Il s'agit de cormorans suspects qui n'ont pas obtempéré aux appels des unités de la Marine royale. Les stupéfiants récupérés ont été acheminés vers les ports de Nador et de Marina Smir, puis remis à la Gendarmerie royale pour les procédures d'usage. Direction à présent à Agadir. Depuis quelques mois déjà, le premier téléphérique du royaume y plante son décor. Une infrastructure qui ravit les amateurs des sensations fortes et des beaux paysages. Un coup de boost considérable à l'offre touristique dans l'une des plus importantes et surtout des plus belles destinations touristiques du pays. Amin Sharqawi, Abir Mloki et Maria Aouad. Avec ses 1700 mètres de lignes suspendues et ses 30 cabines, le téléphérique d'Agadir relie le pont Tildi au site historique de la Kasbah Oufella. Un trajet de 6 minutes et un panorama à couper le souffle sur la baie Atlantique, les forêts, les espaces verts et la promenade de la ville. Vu d'en haut, le téléphérique offre à la ville un nouveau visage, celui d'une cité moderne et attractive. La ville d'Agadir est magnifique, mais depuis que le téléphérique a été installé, je dois dire que la ville a changé de visage. On le voit de loin et il fait la fierté des habitants. À Agadir, il y a plein de choses à faire et beaucoup de sites à visiter. Le téléphérique vient compléter le paysage en offrant aux visiteurs un panorama à couper le souffle. C'est merveilleux de voir la ville d'en haut. Prendre le téléphérique, voilà une manière insolite de découvrir une ville et son agglomération. Condensé d'ingénierie et de technologie, il offre aux visiteurs de nouvelles sensations, mais aussi la certitude de moments inoubliables. C'est vraiment génial de pouvoir découvrir Agadir en funiculaire. C'est un moyen de locomotion vraiment original et insolite. Et vu d'en haut, la ville est absolument magnifique. Depuis son lancement en juillet dernier, le téléphérique connaît une forte affluence. Si bien qu'une deuxième ligne sera prochainement ouverte avec 18 wagons supplémentaires. En seulement quelques mois, le téléphérique d'Agadir est devenu l'activité préférée des touristes. Avant de nous quitter, notez les nouveaux horaires de nos rendez-vous d'information sur Aloula tout au long du mois de Ramadan. Les JT en français et en espagnol seront diffusés à 13h. Les JT en arabe et en amazigh à 15h30. La principale édition de la soirée en arabe à 21h15. Et enfin, vous retrouvez le dernier bulletin d'information vers minuit et demi. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.